Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette thématique spéciale. Cela fait un peu plus de 2 ans, j'ai repris les archives que l'on n'a pas organisé cette thématique et au vu de l'actualité, de tout ce qui se passe sur le sujet du CPF, je me suis dit que c'était une opportunité de pouvoir réorganiser cette thématique, surtout que Christophe m'avait sollicité pour, demander si on pouvait le refaire. Donc, c'est chose faite, bienvenue à tous et à toutes sur cette thématique: comment accéder au compte personnel de formation en 2025? Je vais vous demander je vais poser une première question pour m'assurer que de votre côté, la qualité du son et de l'image est bonne. Donc, qu'en est-il de la qualité? Je vous invite à passer directement dans le chat pour formuler votre réponse et ça me sera un signal pour m'assurer que tout est bon de votre côté. Alors, je vois les noms et prénoms fusés à une vitesse, folle, donc je ne pourrais pas tous les lire, mais je comprends que la qualité est bonne, donc merci à vous pour vos retours. Bonne qualité, parfait, donc c'est bon signe, on peut passer donc à la suite. Avant de poursuivre le webinaire, donc d'entrer dans le vif du sujet, je rappelle 4 gestes succès pour assurer un webinaire réussi. Les personnes qui participent, de manière régulière à nos webinaires doivent y être habituées. Je m'adresse surtout aux personnes qui, nous rejoignent peut-être pour la première fois. Vous avez 4 gestes succès. Le premier, de couper votre téléphone, en tout cas à minima de le mettre en mode silencieux pour éviter d'être perturbé par les sonneries ou les notifications. Le deuxième geste est d'utiliser la fonctionnalité chat. Donc vous avez, plusieurs onglets à votre disposition. L'onglet chat est le premier, donc vous l'utilisez déjà dès maintenant pour, me faire part de vos retours sur la qualité de l'image. Je vous invite à en faire de même pour interagir entre vous et aussi formuler vos remarques sur, le contenu de la présentation. Second onglet, c'est l'onglet questions, donc à bien différencier, de l'onglet chat, cette fois-ci pour nous faire part de vos interrogations par rapport à la thématique du jour sur l'accès au CPF. Et enfin, quatrième et dernier geste, celui du focus. Donc focus sur, la voix des intervenants et aussi le support de présentation pour augmenter votre compréhension du sujet et limiter le fait de pouvoir répéter plusieurs fois les mêmes informations. Alors ceci étant dit, je laisse la parole à Christophe pour qu'il puisse se présenter. Merci Thomas, bonjour à toutes et à tous. Donc Christophe Gay, je suis le gérant de la société Altus Conseil et après un parcours de 25 ans à des postes de direction en OPCO, j'ai créé Altus Conseil qui intervient dans le domaine de l'accompagnement à la création de certifications, entre autres, et puis qui est aussi un organisme de formation. Merci Christophe pour, ta présentation et pour ma part, je suis Thomas Talby, responsable marketing opérationnel chez CPF depuis 2021. Donc aujourd'hui, votre, animateur tout au long de ce webinaire. L'objectif est que je puisse, assurer la présentation du support avec Christophe, lui donner la parole, mais aussi vous donner la parole sur cette thématique qui vous intéresse, de l'accès au CPF. Présentation du plan de ce support, donc divisé en 5 parties. Première partie de la présentation de ICPF, notamment pour les organismes ou professionnels de la formation qui ne nous connaissent pas encore aujourd'hui. Deuxième partie dédiée à la présentation de la structure de Christophe, donc Altus Conseil. Troisième partie dédiée, au contexte du CPF. Alors même si c'est un dispositif, très populaire, qui est même, perçu comme un objectif pour une partie importante des organismes de formation. Certains ne le connaissent pas, certains le connaissent, peu, donc on va passer, quelques minutes dessus, avant, d'enchaîner sur la partie 4, donc comment accéder à ce dispositif et enfin, cinquième et dernière partie, les questions-réponses. Alors à savoir que vous avez déjà la possibilité de poser vos questions. L'objectif de cette partie va être de revenir sur celles qui n'auraient pas pu, avoir de réponse tout au long de la présentation. D'ailleurs, concernant les questions, je vous informe que vous avez aussi la possibilité de voter pour, les questions qui vous semblent les plus pertinentes, ce qui permettra sur la modération, de pouvoir vous apporter des réponses, heu, plus rapides, puis si on constate qu'il y a un nombre de votes important associé à cette question. Alors, concernant l'activité de ICPF, donc nous, existons depuis, maintenant 30 ans, cette année. Donc, ce sera d'ailleurs l'occasion de célébrer, cet anniversaire, en septembre prochain, le 25.
un événement sur lequel nous allons communiquer prochainement et auquel nous vous attendons. Donc ICPF, 30 ans de qualité autour de la certification, notamment au début avec la certification pro. Vous avez des portraits, sur cette slide qui, correspondent à des, formateurs, consultants, dont Christophe fait partie aussi puisqu'on voit, son portrait sur la droite. Certifié CPF Pro, donc c'est le la première certification des CPF qui permet de faire reconnaître, l'expertise d'un intervenant. Calliope aussi, avec, l'arrivée de ce référentiel et la certification ISO qui, est en place maintenant depuis 2 ans chez CPF. Donc au travers de ces, 3, certifications qualité, ICPF, c'est aussi 5 axes de différenciation qui, font donc la différence sur le marché, à commencer par les démarches facilitées au travers de la plateforme Noé. Donc c'est, l'outil, central pour assurer la gestion, des démarches, que ce soit pour effectuer une demande, pour planifier un audit, pour, traiter les non-conformités, pour aussi être en contact avec notre équipe. C'est votre outil principal. Le deuxième point, c'est la compétence technique. Donc je l'ai indiqué, hein, ça fait 30 ans qu'on existe. Il y a une expertise sur, la certification qualité, des, collaborateurs qui sont issus du secteur de la formation, du conseil, avec lesquels vous interagissez, dans vos parcours de certification. Le troisième point, c'est la proximité territoriale. Donc, nous avons la spécificité d'avoir des auditeurs salariés, donc en interne dans la structure, que vous pouvez rencontrer au long de vos parcours, que ce soit sur l'audit initial, audit de surveillance ou de renouvellement, plusieurs fois, avec une proximité avec votre organisme, puisqu'on est présent partout en France, aussi avec le renfort d'auditeurs sous-traitants qui nous permettent d'intervenir dans la majorité des cas, à moins d'1 heure et demie de chez vous, avec un auditeur présent. Le quatrième point, c'est le service client qui est accessible sur Noé et aussi sur le site internet. C'est pour vous un canal, qui vous assure une, traçabilité, un suivi de vos demandes et enfin, le cinquième et dernier point, c'est le réseau. Un réseau qui, se constitue de certifiés Calliope, de certifiés ICPF Pro et qui se renforce, au travers d'actions, qu'on peut organiser comme, celle d'aujourd'hui, un webinaire, où vous pouvez, faire des rencontres, trouver des synergies dans votre business et identifier des projets communs pour le développement de votre activité. Alors, au-delà de ces axes de différenciation, de ces offres de certification, pour vous permettre de vous situer sur ce qu'est, la démarche qualité, je vous propose, de vous présenter l'escalier de la qualité, donc qui permettra aussi de faire une transition plus simple sur le sujet du jour qui est, celui du CPF. Donc l'escalade à qualité démarre donc avec le rez-de-chaussée, qui est donc de voir le statut. Vouloir le statut, d'acteur de la formation professionnelle. La première étape, c'est l'obtention du numéro de déclaration d'activité. C'est, le premier numéro qui vous permet de réaliser vos actions et d'être reconnu, notamment par le ministère du Travail, en tant qu'organisme de formation, même si vous êtes indépendant. La deuxième marche ensuite, c'est un standard aujourd'hui, en formation professionnelle, c'est l'obtention de la certification Calliope, qui permet dans certains cas l'accès, au CPF, mais qui dans tous les cas permet, qui est une obligation pour accéder au financement, public et mutualisé, notamment, les OPCO, France Travail, les régions. Ensuite, si vous voulez aller plus loin dans cette, démarche qualité, notamment sur l'aspect des financements, vous avez donc le CPF qui, dans certains cas, va nécessiter de franchir une étape supérieure, donc une marche en plus. Donc je laisserai la parole à Christophe qui pourra rentrer de plus dans les détails. On ne va pas le faire tout de suite, mais on voit déjà que, pour y accéder, on ne peut pas se contenter simplement de la certification Calliope. Une fois que l'aspect financement est atteint, pour vous, il existe des, marches complémentaires qui peuvent être faites indépendamment, de celles qu'on a vues plus tôt, mais qui se présentent comme une suite lorsque vous avez déjà atteint, la marge du financement.
Ces démarches complémentaires sont celles des certifications pro, donc pour valoriser le professionnalisme en tant que personne physique, que formateur, que consultant ou d'autres fonctions dans le secteur de la formation professionnelle. Et la cinquième et dernière marche, donc le niveau de reconnaissance le plus élevé aujourd'hui en formation, c'est les certifications ISO, avec notamment la certification ISO 9001 et ou la certification ISO 21001 qui va s'associer au système de management de la qualité. Donc notamment pour, développer votre business à l'international ou auprès de grandes entreprises en France qui vont attendre de vous, que, le niveau de qualité soit, égal pour faciliter la compréhension de l'activité. Alors par rapport à cette slide, vous avez un premier sondage qui vous a été partagé, qui permettra, à Christophe et moi d'y voir un peu plus clair sur les participants aujourd'hui de ce webinaire. Donc sur l'escalier de la qualité, où êtes-vous positionné? Alors pour l'instant, je vois, en majorité donc des retours sur la marche de la certification Qualiopi. Alors c'est, bon signe pour nous puisque en effet, heu, ça présente la suite, une suite logique dans ce développement d'activité. Une fois que vous êtes sur cette marche, comment faire pour aller plus loin? Alors je vois aussi qu'il y a 12 de participants sur, la marche du CPF déjà et ensuite en minorité d'autres participants sur la marche du NDA ou encore de ICPF Pro, sur, le fait de pouvoir faire reconnaître leur activité en tant que personne physique. Christophe, as-tu un 1 commentaire à apporter sur ces résultats de sondage en termes de répartition de participants? Non, mais c'est relativement logique, au vu de la thématique, qu'on n'ait pas que des participants qui accèdent déjà au CPF. En effet, moi je pense que ce sera surtout sur, les personnes qui sont sur la marche de Qualiopi, donc qui sont présents en majorité, Mmh. qui vont avoir, plus d'intérêt à voir comment cela se passe par la suite et je pense qu'aussi avoir le retour d'expérience des organismes déjà sur la marche du CPF, peut être intéressant pour, faire vivre, cet échange. Alors, je vous remercie pour vos retours. Pour les personnes qui n'auraient pas vu ou répondre au sondage, donc cela se trouve en bas à droite de l'écran. Vous avez une notification qui a dû apparaître sur, l'onglet sondage ou, sinon, depuis, le raccourci apps, vous avez la possibilité, de retrouver cette partie-là et de cliquer donc dessus en cliquant sur sondage. Alors, je vais prendre quelques questions, notamment une que j'ai vue passer, de la part de Anne, des rencontres à Paris seulement ou ailleurs? Alors, je pense que vous parlez, des ICPF networking. Pour l'instant, les ICPF networking sont seulement, organisés à Paris. Alors nous avons déjà eu des demandes de clients pour les effectuer dans d'autres, régions, dans d'autres villes, notamment à Bordeaux. Mais pour l'instant, le volume d'organismes certifiés nous permet pas de pouvoir organiser un événement, comme celui-ci. Donc pour l'instant, on est uniquement sur des événements à distance, comme ce type de webinaire ou sinon je sais qu'il y a quand même heu, des groupes de certifiés qui organisent, à leur échelle des événements. Je sais qu'il y en a eu un à Toulouse il y a quelques mois. Donc, je pense qu'il y a vous pouvez, vous, rapprocher éventuellement, je pense, de votre, auditeur ou auditrice que vous rencontrez et lui demander si, il a connaissance de ce type d'événement. Alors je te passe la parole, Christophe, sur, l'activité. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'organisme Altus conseille? Merci Thomas. L'organisme Altus, ben, il a 2 activités. Une activité de formation, sur 3 grandes thématiques. La spécialité, c'est le management, les RH et le développement commercial et donc ben, nous sommes, certifiés Qualiopi, depuis la sortie de Qualiopi et avant ça, avant qu'on ait, la certification Qualiopi qui existe, j'étais, à titre individuel certifié, ICPF Pro. Donc une démarche dans la qualité en formation qui est, on va dire, historique. 10 ans d'existence, 11 ans même, parce que le temps passe vite et puis,
de l'accompagnement, donc une mission et une offre de service d'accompagnement des organismes de formation dans le développement, de leurs prestations et notamment dans l'accompagnement à l'enregistrement de certifications, auprès de France Compétences qui est, une des grandes activités que nous avons. Alors concernant le CPF, aujourd'hui, Christophe, notamment pour, les indépendants ou organismes qui, s'y intéressent mais ne maîtrisent pas encore le sujet, qu'est-ce que le CPF? Qu'est-ce que le CPF? Bon, c'est un dispositif qui est géré par la Caisse des dépôts, hein, et qui s'est beaucoup déployé. On a 2,5 milliards d'euros de financement, engagés. Donc, les fonds engagés, c'est la totalité. 1,4 million de dossiers financés. Chaque titulaire a un compte disponible à plus de 2 000 €. Ça veut dire qu'on a des comptes qui ont été beaucoup utilisés, par le passé, puis que chaque nouvel actif, crédite son compte. Plus de 40 millions de titulaires et puis une moyenne d'achat de formation qui est de 2 224 €. Donc des coûts moyens, de formation pas très élevés puisqu'on peut aller jusqu'à 5 000 €, de fonds disponibles, mais forcément les titulaires utilisent leur compte avant qu'il ne soit complètement rempli, sachant que la thématique de formation la plus utilisée reste, la thématique linguistique. Ces chiffres-là sont issus du rapport de la Caisse des dépôts et datent de 2024. Alors pour rester sur, cette année, quelles sont les 2024, quelles ont été les récentes évolutions ou mesures qui ont été mises en place, sur cette plateforme? Alors un changement significatif, c'est la participation forfaitaire, hein, qui était en 2024 de 100 € et qui est indexée, à l'inflation, donc qui va évoluer, chaque année. Chaque, actif, lorsqu'il va mobiliser son CPF, doit participer lui, à hauteur de 100 €. On le verra, ça a eu un petit impact pour certains. Et puis, ce qui a été significatif, c'est qu'on a quand même, un peu plus de 50 millions d'euros, de financement complémentaire, par les régions, les branches, les opérateurs de compétences pour, presque 25 000 dossiers. Le financement complémentaire, c'est un abondement qui est donné aux bénéficiaires. Alors on va dire que les bénéficiaires sont spécifiques, demandeurs d'emploi, bas niveau de qualification et les pouvoirs publics, les régions, les opérateurs de compétences abondent pour augmenter la capacité de financement du bénéficiaire en fonction de son projet. Voilà et ça, cet abondement, bah, c'est plutôt intéressant et puis en ce qui concerne les employeurs, on a quand même, 14 000 un peu plus de 14 000 dossiers pour, 200 plus de 290 millions qui ont été abondés. Donc là, l'employeur, on est sur du cofinancement, sur des projets spécifiques d'entreprise qui vient abonder le compte, personnel de formation de son collaborateur par rapport à des projets, cofinancés et codécidés. Alors Ce qui est plutôt intéressant parce que le cofinancement, et la codécision ont mis du temps à démarrer. on a quelques questions, d'ordre général, je vais dire, avant de rentrer, je pense, plus dans le détail. Une question notamment de, Emmanuel. Quels critères pour choisir l'organisme d'accompagnement vers le CPF? Mmh. Quels critères? Bah, je pense qu'il faut lui demander, sa méthodologie, heu et qu'il doit avoir une méthodologie participative, ça doit être un expert de l'ingénierie de certification qui va s'appuyer sur votre expertise du sujet et du contenu que vous voulez rendre, certifiant et puis il faut lui demander aussi ses références, quelle certification il a déjà fait, pour aller vérifier et puis pourquoi pas échanger avec, les organismes qui ont été accompagnés et peut-être, se dire que comme pour le CPF, les offres super marketées, obtenez votre certification, en 15 jours avec un kit machin, bah, ça vaut pas grand chose, quoi.
et c'est pas celles qui sont les plus marketées qui sont les plus efficaces. Alors autre question, alors de média graphique, communication, je n'ai pas de prénom associé, plutôt l'identité de l'organisme. Rendre son offre certifiante CPF, ce n est-ce être certificateur? Oui, enfin, oui et non, mais on va y venir. On va rentrer dans le détail sur ce que ça signifie et les options que vous avez. Parce qu'en fait, vous avez plusieurs options, et vous pouvez avoir une offre, certifiante sans être certificateur. Et autre question, une question de Claire: doit-on distinguer dans l'escalier des formations courtes sans certification, des formations certifiantes? Je comprends pas tout à fait la question, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des formations certifiantes qui ont une durée dont la formation est relativement courte. On peut avoir une formation certifiante qui est une formation courte, oui. Voilà, pour revenir sur l'escalier de la qualité, je pense dans l'escalier, il n'est pas question de formation, courte ou longue, mais plutôt de dispositifs sur lequel vous êtes en termes de financement. Donc il y a une marche 2 sur, la certification Qualiopi. Vous pouvez avoir soit des formations longues ou des formations courtes et c'est la même chose pour le CPF, donc il y a une marche, plus élevée et là, vous pouvez avoir soit l'un ou l'autre, même les 2. C'est plutôt une question de type de financement et non pas de type de formation en termes de De durée. durée. Mmh. Ouais. Mmh mh. Alors on va avancer donc, dans la partie suivante, celle, de l'accès au CPF. Donc il existe aujourd'hui, 3 possibilités, 3 stratégies pour accéder au CPF. Quelles sont-elles, Christophe? Alors, 3 stratégies. La première, c'est de se dire, «Je vais me positionner sur les actions éligibles de droit» et je vais revenir sur quelles sont, ces actions, sachant qu'il y a eu une grosse modification cette année. La deuxième option et ça répond à la question, tout à l'heure, c'est se faire habiliter par un organisme certificateur. Donc je ne suis pas certificateur, je me fais habiliter sous conditions et je peux délivrer des formations, qui deviennent certifiantes. Ça n'est pas ma certification, c'est celle du certificateur. Je dois respecter un certain nombre de critères. Il va contrôler, cet organisme certificateur, que je les respecte, mais ma formation devient, certifiante ou alors se dire: «Ben, j'ai vraiment une spécialisation, j'ai une spécialité, ma formation, elle est suffisamment rodée, suffisamment éprouvée pour que je puisse la rendre certifiante» et donc on s'engage et on dépose un dossier de certification pour devenir soi-même certificateur. Alors je pense que ça répond à la question de Thierry qui demande si, est-ce que les formations non certifiantes sont également prises en compte? Non, là, enfin, la notion de formation certifiante, c'est vraiment, la définition de France Compétences, hein, on n'est pas sur des micro-certifications, on est vraiment sur une certification professionnelle reconnue par l'État, par l'intermédiaire de France Compétences, qui donne accès au financement public. C'est une reconnaissance d'État, France Compétences étant un établissement public. Heu, cette reconnaissance, les certifications professionnelles, n'existent que lorsqu'elles sont reconnues par France Compétences. Il peut y avoir après des badges, des micro-certifications d'éditeurs et cetera, mais on n'est pas dans la certification professionnelle. Donc vraiment, certification professionnelle donne accès au CPF, ne sont reconnues comme certification professionnelle que les certifications reconnues par France Compétences. Alors, je pense qu'il y a des questions, que je vois défiler qui vont dans tous les cas être traitées au fur et à mesure de la présentation. Donc je ne vais pas toutes les aborder puisque cela va, heu, ruiner l'organisation et le discours qui était prévu sur, la présentation. Mais voilà, je vous rassure de ce que je vois dans les questions, les réponses seront apportées et puis on pourra, revenir dessus, un peu plus tard. Alors à partir de ces, 3 stratégies, aujourd'hui, quel est, le projet que vous avez pour accéder au CPF, en fonction de ce qu'on a présenté? Donc je vous partage, le sondage sur, justement ce projet. Vous avez 3 possibilités. Est-ce que vous souhaitez plutôt, heu,
utiliser, des, formations qui sont éligibles de droit, ou plutôt, avoir un accès sur, France compétences, en faisant enregistrer, votre offre ou alors, identifier un certificateur qui aurait déjà, son offre de présente et d'avoir un partenariat avec lui pour, accéder au CPF. Alors je vois les résultats défiler au fur et à mesure, donc merci pour les personnes qui répondent, progressivement à ce sondage. Donc pour l'instant, à plus de la majorité, donc légèrement, on est à 51, les participants souhaitent faire la démarche eux-mêmes d'enregistrer leur offre sur France compétences. Ensuite à 32, d'avoir un partenariat avec un certificateur professionnel, donc qui aurait déjà son offre d'enregistrer et enfin à 10 pardon 14 les participants souhaitent proposer des actions déjà éligibles de droit au CPF, notamment sur, bilan de compétences, VAE ou autre. OK, donc une priorité de personnes qui veulent maîtriser leur certification plutôt que de dépendre d'un certificateur. On va revenir dans le détail, mais si je maîtrise ma certification, c'est un projet long. Si je veux être habilité, c'est un projet court. Chacun a des avantages et des inconvénients, forcément, et on va détailler tout ça. Bah, sur la question du temps, d'ailleurs, on a la question qui vient d'être posée par Manuel. Combien de temps ça prend, de pouvoir accéder au CPF? On va dire que si je veux déposer un dossier, à France compétences, heu, prenez un espace-temps d'une année. Entre le moment où vous dites, «Je dépose» et le moment où vous avez le retour de France compétences. Il faut, on va dire 6 mois pour construire le projet. 6 mois d'instruction, ça fait à peu près un an. Mmh. C'est pour ça qu'il faudrait peut-être avoir, plusieurs stratégies, en fait, si on souhaite, accéder, à France compétences, peut-être, considérer que, la stratégie un ou 2 serait un moyen plus rapide avant d'y arriver ou qu'est-ce que tu en penses, plutôt? Attention parce que, heu, si j'utilise une autre certification, ça va venir brouiller mon projet de certification. Faut OK. pas que il faut être, enfin, faut vraiment analyser le projet, Mmh. analyser son besoin et choisir les bons moyens, et puis peut-être faire un peu de preuve de patience. Mmh. Mais je suis pas sûr que, OK, donc il vaut mieux en prendre une stratégie et je aller pense. jusqu'au bout à fond. Ouais, ouais, ouais. Si je veux devenir certificateur, il faut que je mette, que je me mette en marche de devenir certificateur et donc je brouille pas le message OK, et j'utilise pas plusieurs arcs. c'est clair. Hem, alors on a, Ah, listé, ces certificats qui sont, présents aujourd'hui sur, France compétences. Cela fait écho avec une actualité sur, notamment, le fait que, le code 203 ne soit plus, actif. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette actualité, Christophe, au vu de ce qu'il est mmh, possible de faire au travers de la plateforme? donc un des grands changements qui est intervenu, c'est qu'on avait des actions qui étaient éligibles de droit et parmi ces actions éligibles de droit, les actions ACRE, accompagnement à la création reprise d'entreprise. Hem, il y avait déjà eu de la part de la Caisse des dépôts un certain nombre de contrôles et puis un cadrage pour faire en sorte que derrière ces formations, on n'ait pas des formations techniques, heu et qu'on ait bien des formations qui accompagnent les créateurs ou les repreneurs d'entreprises. Et puis le législateur a décidé de supprimer, cet axe-là, cette thématique de formation comme éligible de droit, ce qui a pénalisé pas mal d'organismes de formation qui s'étaient positionnés dessus. Alors j'ai recensé les 9 certifications qui existaient pour la création reprise d'entreprise, qui ont été déposées par des certificateurs. Ces 9 certificateurs, habilitent des partenaires. Alors on va voir que pour certains, ce sont des habilitations uniquement dans un réseau. Pour d'autres, elles sont peut-être ouvertes. Alors si on peut revenir 2 secondes, Thomas, sur les Oui, je reviens premières, dessus. voilà.
Donc, je vous ai mis le numéro de la certification qui vous permet d'aller sur le site de France Compétences et de faire une recherche pour avoir plus d'éléments. La première, conduire un projet de création d'entreprise par l'organisme Créactif, qui a été enregistré en 2000, dont la date d'échéance, pardon, est 2028. C'est important de regarder jusqu'à quand, est valable la certification. Elles sont enregistrées au RS pour 1 à 3 ans et au RNCP pour 1 à 5 ans et s'engager avec un certificateur dont la certification, va être renouvelée dans 6 mois, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai mis les dates, c'est intéressant. Boutique de gestion, BGE Réseau, construire un projet et conduire un projet entrepreneurial et puis l'ADI, création d'entreprise, bâtir un projet entrepreneurial. Et puis ensuite, là, on est sur du répertoire spécifique. Ensuite, vous avez la chambre d'agriculture, que j'avais accompagné à faire ce RS, création reprise d'entreprise agricole qui arrive en renouvellement. Mais la chambre d'agriculture n'habilite que le réseau des chambres d'agriculture, donc il n'y a pas de partenaire externe au réseau. Et puis ensuite, si on passe à la page suivante, voilà, Voilà. on a les CCI qui ont leur certification, pareil, qui habilitent probablement, le réseau des CCI, les chambres des métiers, qui ont fait la même chose. Le ministère qui a fait lui un RNCP d'entrepreneur, donc on est sur du métier d'entrepreneur. Un master d'entrepreneuriat avec l'université de Montpellier, mais c'est du RNCP. Et puis un troisième RNCP qui est ADCE. Donc vous avez 6 RS, dont, 3 RS qui sont détenus par des chambres, hein, d'agriculture, de commerce, d'industrie et des métiers. Et puis 3 par des associations, qui accompagnent les créateurs d'entreprises. Donc aujourd'hui, ben, si vous faites le choix de vouloir continuer, sur la création reprise d'entreprise, c'est auprès de ces certificateurs qu'il faut s'adresser, pour vérifier d'une part s'ils habilitent des externes à leur réseau et d'autre part quelles sont les conditions d'habilitation, de ces certifications. Et puis peut-être que dans les mois qui viennent, hein, parce que chaque mois la commission France Compétences, s'est réunie, on aura de nouvelles certifications création reprise d'entreprise qui auront été, enregistrées. On a une question de l'organisme Victoris Agency. Donc, si je comprends bien, il est bien possible d'obtenir le CPF en créant une formation, création ou reprise d'entreprise. Oui alors, le mot créant, non, parce que si je veux déposer une certification en France Compétences, il faut que j'ai un historique important sur ma formation. J'ai une formation, elle est solide, elle est stable, elle va pas beaucoup évoluer. Je l'ai expérimenté auprès de beaucoup de stagiaires, beaucoup d'entreprises, là en l'occurrence beaucoup de stagiaires et j'ai un référentiel pédagogique, solide. Et sur la base de mon référentiel pédagogique, je vais pouvoir créer un référentiel de compétences, et un référentiel d'évaluation si je veux faire du RS. Mais je ne peux pas créer une formation et ex nihilo et derrière la déposer, pour essayer d'obtenir une certification auprès de France Compétences parce que ça ne marchera pas. France Compétences enregistre, dans ses critères, hein, il est vigilant sur le fait que cette formation, elle est stable, elle a déjà été, réalisée, auprès de nombreux stagiaires et c'est pas qu'une opportunité. C'est parce que j'ai bien identifié un besoin et que je réponds à un besoin. Et donc le code 203, hein, qui fait partie donc, des évolutions, du dispositif en 2025, Mmh. quelle est la 2e, évolution majeure qu'on a vue, arriver récemment? Qui a perturbé aussi les organismes de formation, c'est le décret sur la sous-traitance pour les organismes, qui sont financés, qui bénéficient des financements CPF. Oui, donc tout à fait un décret qui est paru maintenant depuis, 2 ans environ, Mmh. depuis il est paru en fin décembre, 2023, entrée en vigueur, en avril 2024, le premier. Drôle de date pour, l'entrée en vigueur du décret, mais c'est celle qui a été, choisie, et en effet qui, vise à renforcer la qualité
dispositif de formation pour, les actions éligibles au CPF. Heu, donc il y a une mise en marche qui se fait progressivement, à travers de ce décret. Donc comme tu le dis, une réglementation qui vient impacter l'activité des donneurs d'ordre puisque, on le voit dans ce texte, c'est bien le donneur d'ordre qui, est responsable de l'activité de formation, donc s'il a des sous-traitants concernés par, cette exigence, il doit leur demander l'obtention de la certification Qualiopi, entre autres, pour, répondre à ce décret. Donc si, vous êtes intéressé par cette, thématique qui ne va pas être l'objet, central de ce webinaire, je vous invite à vous rendre directement sur notre chaîne YouTube, pour, visionner un replay. On en a organisé un il y a quelques semaines, vous le retrouverez dans nos vidéos récentes ou sinon de vous tenir informé de nos communications. Donc, je pense qu'on réorganisera un webinaire le mois prochain sur, cette thématique ou plutôt en juillet, si vous souhaitez avoir plus de détails. Alors pour revenir sur, le sujet, du CPF, le point de départ, ça reste le financement en général et donc, qui dit financement, Christophe, dit certification Qualiopi. Mmh. Quels sont les financements qui sont possibles aujourd'hui grâce à l'obtention de la certification? Alors, Qualiopi, ça donne accès à des financements publics et des fonds mutualisés. Ça veut dire que j'ai une possibilité d'avoir accès à des financements d'OPCO, aux commissions paritaires interprorégionales, à l'État, aux régions, à la Caisse des dépôts via le CPF, à Pôle emploi, qui s'appelle plus Pôle emploi d'ailleurs aujourd'hui et à la GEFIP. Tous ces financements publics ou mutualisés, sont conditionnés au fait, si je suis prestataire, d'avoir la certification Qualiopi. Mais en même temps, ça ne suffit pas. Pour la plupart, des actions de formation, hormis les actions de formation éligibles de droit en ce qui concerne le CPF, c'est indispensable mais pas suffisant. Mmh. Apportera la modification, c'est vrai que c'est le risque de prendre une présentation qui date, d'il y a 2 ans. Les noms changent, très vite en Eh oui, formation ils s'amusent professionnelle. à nous changer les noms Ouais donc et donc il faudra apporter la modification pour la prochaine fois. Hem, Concernant le CPF, on parlait tout à l'heure des actions éligibles, celles qui le sont, celles qui ne le sont pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire au travers du CPF? alors les 2 grands points, ce sont les 2 répertoires, nationaux qui existent et qui sont gérés par France compétences. Le RNCP, Répertoire national des certifications professionnelles et le RS, le répertoire spécifique des certifications et habilitations. Et puis, en complément de ces 2 répertoires, les actions qui vont dire, qui sont éligibles, de droit, c'est les actions, destinées aux bénévoles, hein, sur, le compte d'engagement citoyen, le permis de conduire, la validation des acquis de l'expérience et le bilan de compétences. Et nous, on va se focaliser sur ces 2 répertoires, RNCP, RS, plutôt que sur les actions éligibles de droit. Et Parce que donc c'est en là que vous fonction pouvez agir et faire quelque chose, quoi. Ouais, pour répondre à l'impatience de Alain, pour la fin du suspense qui, s'attend donc à voir, comment accéder, au CPF. Quelle est la stratégie à mettre en place? Quelles sont les solutions à avoir pour, permettre cet accès? Donc déjà, il faut les 2, hein, c'est-à-dire avoir, la certification Qualiopi et puis, hem, heu, avoir une action de formation qui est éligible au compte personnel de formation. Donc soit elle est de droit, soit, elle est certifiante sur un des 2 répertoires. Pour accéder au CPF, il faut le cumul des 2. Et donc après, la question c'est, comment faire? Et pour ce qui est du, RNCP, qu'est-ce que c'est déjà dans un premier temps? Alors dans le détail, le RNCP, enfin dans le détail, si on approfondit un petit peu, il recense les diplômes et heu et les titres à finalité professionnelle. Donc vraiment, ce qu'il faut se dire, c'est que RNCP recense les métiers, certifications liées à un métier. Donc on va vérifier l'accès à l'emploi. Si je forme un métier, il faut que j'ai un taux d'insertion significatif dans ce métier. Le parcours professionnel, il va être reconnu sur l'ensemble du territoire et obligatoirement, on va découper
le référentiel en bloc de compétences et donner l'accès par la validation des acquis de l'expérience. Mais si on veut résumer, RNCP, c'est métier. Et les et intitulés de certification, il faut toujours appel à un métier. et donc la différence avec, le RS? Avec le RS, ben, ce sont des compétences transversales ou des compétences complémentaires. Transversales, ça veut dire qu'elles sont indépendantes d'un contexte professionnel particulier. Par exemple, on pourra avoir le socle de connaissances et de compétences professionnelles, CLEA, qui a été fait par les partenaires sociaux, mais aussi toutes les certifications linguistiques, parce que ces compétences linguistiques, en anglais, par exemple, elles sont transverses à tous les métiers, à toutes les activités. Et puis surtout, on a des compétences qui sont complémentaires à des techniques, à un métier. Et là, on va se focaliser sur un ou plusieurs métiers, mais en tout cas, on va définir de façon très précise la cible. Quels sont les métiers qui sont concernés par ma certification? Quelles sont les compétences qu'on va leur apporter en plus? Et derrière, qu'est-ce que ça va, heu, donner comme point, d'employabilité, comme, plus-value pour le bénéficiaire et pour les entités, utilisatrices. Alors on a par exemple, la voix off, pour les comédiens et les journalistes. C'est une compétence si je maîtrise, le doublage, hein, avec, la voix off, c'est une compétence, qui va me permettre, d'avoir une activité, supplémentaire. Ou les compétences managériales, de dirigeants, par exemple, mais il faut vraiment, toujours se poser la question de quels sont les publics bénéficiaires à qui je m'adresse. On ne peut pas dire, ma certification, mieux communiquer, elle s'adresse à tout le monde. Heu, on ne sera pas dans le cadre des attentes de France compétences où vraiment, si elle est complémentaire pour des métiers ciblés et il va falloir justifier quelle est cette complémentarité et ce que ça apporte en termes de plus-value pour les bénéficiaires et les entités utilisatrices. Et pour revenir à l'aspect, stratégie, donc si on met de côté, les actions éligibles de droit sur lesquelles il n'y aura pas forcément de, démarches complémentaires à avoir, sur la stratégie donc habilitation et enregistrement, quelles sont, les étapes principales à retenir? Alors j'ai le choix, hein, soit je deviens dispensateur, ça veut dire que je suis habilité, par un organisme certificateur, à délivrer la formation ou à délivrer la formation et réaliser les épreuves d'évaluation dans les conditions qui sont définies par l'organisme certificateur sur celles qu'il a déposées, auprès de France compétences. Ça veut dire que cet organisme certificateur, il va mettre en place, un processus d'habilitation de ses partenaires, des processus de contrôle et puis, une contractualisation avec vous qui va, définir vos obligations, ses obligations et les modalités de retrait de l'habilitation si vous ne respectez pas vos obligations. Et puis il va définir un coût. Le coût, il est pas du tout encadré, aujourd'hui, donc c'est complètement libre pour, chacun des certificateurs, c'est le marché. Et souvent, ce qu'on constate, c'est qu'on a un droit d'entrée et puis un coût, par dossier, par certificat, délivré. L'avantage d'être dispensateur, c'est que le temps d'habilitation peut être assez restreint et si ma formation, correspond à, à l'offre, et au référentiel du certificateur, je peux obtenir la certification, dans des délais raisonnables. L'autre option, c'est de dire: «Bah, non, moi, je veux maîtriser mon référentiel, j'ai une, formation qui est vraiment spécifique, j'ai une cible qui est spécifique et je veux valoriser mon expérience et puis la plus-value qu'elle apporte, donc je veux que cette formation soit certifiante» et vous allez créer et déposer votre propre dossier, au RNCP ou au répertoire spécifique. Donc ça veut dire qu'il faut le construire ce dossier, qu'il y a de l'ingénierie de certification à faire, qu'il y a, beaucoup de pièces à mettre dans le dossier. Ça va prendre du temps, je vous ai dit, c'est à peu près 1 an et puis vous allez déposer votre dossier, auprès de France compétences et s'il est validé, vous devenez certificateur. Quoi qu'il en soit, pour devenir certificateur, mon conseil, c'est de vous faire accompagner. Les exigences de France compétences, la spécificité du dossier,
fait que, pour un organisme de formation, c'est vraiment compliqué d'avoir accès à un des répertoires, sans être accompagné. Alors sur, la dimension, France compétences, quels sont les principaux éléments à travailler pour le dossier? Les étapes, Alors ça principales? il y a quelques variations entre le RNCP et le RS, mais grosso modo, vous avez, le référentiel, hein, le référentiel, d'activité, de compétences et d'évaluation pour le RNCP et puis le référentiel de compétences et d'évaluation pour le RS. Le processus qualité d'organisation des épreuves, une note d'opportunité qui va justifier du besoin du marché, des témoignages qui vont justifier de la valeur d'usage, les témoignages des entités utilisatrices, des entreprises, hein, qui ont, utilisé votre formation. Les études, on fait une étude de marché, qui justifie, que, ce que je déclare, moi, mon expérience, mes clients, ben, il faut que j'ai des éléments de preuve qu'il y a un besoin du marché. On va présenter l'historique de la certification, l'historique de mon organisme de formation, en quoi je suis légitime à former, sur cette, formation-là, et puis un suivi des stagiaires. Important, sur le RNCP parce que je forme un métier, donc quel est le taux d'insertion, à court terme, à moyen terme, à long terme, pardon, dans ce métier, et puis, quand on est sur du RS, bah, qu'est-ce que ça a apporté? Qu'est-ce que ça leur a apporté dans leur parcours? Qu'est-ce que ça a apporté à l'entreprise? Voilà, c'est de façon très synthétique le contenu du dossier. On a un taux, d'acceptation des dossiers qui était, à peu près, parce que ça varie un peu, de 20 au répertoire spécifique et de 60 au RNCP, sachant que quand on a un dossier de refusé, rien n'empêche de faire des modifications et de redéposer les dossiers. Ce qui fait que, cette année, les derniers chiffres, communiqués par France compétences font qu'on a un taux d'acceptation des dossiers au répertoire spécifique qui a augmenté aux alentours de 35 parce qu'ils intègrent les redépôts de dossiers, et que, les organismes qui ont déposé un dossier et qui ont eu un premier refus, ont fait des modifications et obtiennent derrière leur certification au bout de X dossiers, parce que ça, on ne le sait pas, mais ils obtiennent une certification finale. Alors, je suis en train de jeter un œil au niveau des questions. Amel, qui semble avoir un projet d'enregistrement soit ORS ou RNCP. Pensez-vous qu'il est réaliste d'envisager l'enregistrement de formation sur les ERP, sachant que les contenus peuvent évoluer régulièrement en fonction des mises à jour des éditeurs? Alors ce qu'on ne peut pas faire, c'est, enregistrer une certification à l'utilisation d'un logiciel. Parce que, on va faire, on va être sur une marque, un seul logiciel. Alors que l'attendu par France compétences, c'est la maîtrise des compétences qui va permettre de réaliser telle ou telle activité qui serait complémentaire à, heu, à des diplômes existants ou à des certifications existantes. Donc, Et ouais, sur le RP, je vous le conseille pas. En tout cas alors pas un ensuite, seul. enfin 2 questions posées en une par, Abdelila. En bilan de compétences, comment accéder au CPF via EDOF et surtout quels sont les critères pour éviter un refus, d'accès à la plateforme? Bilan de compétences, il est éligible de droit, donc, je vais créer mon espace si je ne l'ai pas encore, sur EDOF, et ça, c'est pas France compétences, c'est la Caisse des dépôts, heu, qui va, étudier mon dossier, et me faire un retour. Il y a la plateforme EDOF, à son origine, a été ouverte à tout le monde. Aujourd'hui, on a de grosses restrictions d'accès à la plateforme, qui compliquent la vie des organismes qui n'étaient pas référencés ou qui se sont fait déréférencer pour y accéder. Mais il faut, respecter avec une précision absolue, tous les attendus et toutes les demandes qui sont faites dans le dossier d'habilitation.
Alors ensuite, on a des questions qui me permettent de faire la transition sur cette slide, des questions, concernant, l'habilitation. Donc exemple avec, Maja qui demande, donc qui indique, voilà: «Je suis organisme de formation et j'offre des formations d'anglais. Quels sont les organismes certificateurs avec lesquels je peux signer un partenariat afin d'offrir un test d'anglais à la fin de mes formations?» Alors vous avez de la chance, il y en a, au moins une vingtaine sur les langues. Ce qu'il faut, c'est aller sur le site de France Compétences et vous faites une recherche, sur la thématique linguistique, sur l'anglais et vous allez avoir, tous les organismes, qui sont certificateurs, donc TOEIC, TOEFL, et cetera et après, bah, faut se rapprocher d'eux pour, vérifier, les conditions d'habilitation, les modalités d'habilitation et le coût et vous allez choisir celui que vous préférez. Aujourd'hui, on a plus de 1000 certifications enregistrées au qui sont actives et qui sont enregistrées au répertoire spécifique et 4000 un peu plus de 4800 au RNCP. Donc métier 4800, certification transversale ou complémentaire, un peu plus de 1000. Et donc le principe, c'est la clé d'entrée, c'est le site de France Compétences, chercher une certification et une fois que vous êtes, sur le site de France Compétences, vous avez les coordonnées du certificateur et vous mettez en relation avec le certificateur pour vérifier quels sont, d'abord, est-ce qu'il habilite? Parce qu'il y a un certain nombre de certificateurs qui ont déposé des certifications, mais, qui ne veulent pas, habiliter d'autres organismes, qui veulent garder un avantage concurrentiel. Et puis s'il habilite, quelles sont les conditions d'habilitation? Comment je monte le dossier? Et combien ça coûte? Et est-ce qu'il accepte de m'habiliter? Donc ça répond, je pense, à la question de Ahmed qui demande quelles sont les conditions pour qu'un organisme de formation devienne habilité. Donc ça va dépendre de l'organisme, Mmh. certificateur puisque les conditions vont pas être les mêmes d'un organisme à un autre. Exactement, c'est vraiment individuel. Chaque, certificateur va définir, son processus, ses conditions, ses modalités d'habilitation et en fonction de ça, il va, mmh, mener un audit, vous demander un certain nombre de pièces, hein, dans un premier temps, c'est vraiment, de l'étude sur pièces et puis ensuite, vérifier puis mettre en place des contrôles parce qu'ils ont une obligation de mettre en place des contrôles. Il va mettre en place un contrat avec vous qui reprendra vos obligations et ses obligations et contrôler tout ça et renouveler chaque année jusqu'à la durée de validité, de sa certification. Donc je vois qu'il y a d'autres questions pour, je pense des personnes dans la même situation que Maja qui souhaitent savoir comment trouver un certificateur en lien avec sa branche. Christophe a indiqué, la démarche de se rendre directement sur, le site de France Compétences, effectuer une Mmh, recherche dans l'onglet correspondant. On pourrait retrouver, les informations et ensuite, prendre contact avec ces organismes-là, heu, prenant aussi connaissance des conditions, d'habilitation. absolument, ouais. Alors on a aussi, une autre option, qu'on a, ajoutée, celle de la co-certification professionnelle. Qu'est-ce que tu entends par là, Christophe? Alors ça, c'est, l'idée de ne pas déposer tout seul. Heu, j'ai un partenaire, hein, avec qui je travaille habituellement. On est sur le même domaine, et donc je vais partager, l'investissement, l'ingénierie, l'accompagnement et je vais partager aussi, la propriété du certificat puisque la propriété va être partagée, la gestion de la certification va être partagée, la gestion des risques aussi et le coût de la conception est mutualisé. Alors on a peu de co-certificateurs, mais pour des TPE, pour des PME, c'est peut-être une idée quand même de se dire, on est proches, on travaille sur le même domaine, on a déjà fait des partenariats et pourquoi on ne déposerait pas ensemble un dossier plutôt que de déposer tout seul? C'est une possibilité offerte par France Compétences et elle peut être utilisée, bah, si vous le souhaitez. Il faut vraiment réfléchir à cette option-là aussi, d'y aller, en co-certificateur.
Alors j'avais vu une question un peu plus tôt dans le webinaire qui pourrait, je pense avoir un écho sur, cette option, mais qui concerne plutôt l'habilitation. Comment un organisme peut, heu, gérer l'aspect, conflit d'intérêts ou concurrence si il est habilité par un organisme certificateur? Comment un organisme peut gérer? Est-ce que tu as une recommandation sur le fait, heu, que demain un organisme demande à être habilité par un certificateur? Comment est-ce qu'il fait pour, gérer les conflits d'intérêts étant donné qu'ils vont réaliser Ah les bah, mêmes ça c'est prestations? le rôle du certificateur. C'est-à-dire que si, si moi je suis, heu, organisme de formation, en photographie, sur la région parisienne et que, j'ai une certification et vous voulez que je vous habilite et vous êtes sur la région parisienne, c'est moi qui vais décider. Est-ce que je l'habilite, mais j'aurai un concurrent qui aura la même offre que moi, sur la même région que moi? Ou est-ce que je lui dis: «Ben non, en région parisienne, j'habilite personne, si vous êtes à PACA, je peux vous habiliter». C'est vraiment la stratégie du certificateur. Qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce qu'il veut diffuser largement sa certification? Mais attention, France compétences est très exigeant sur, la diffusion des certifications. Est-ce que je vais habiliter quelques organismes que je vais trier de façon très précise, heu, parce qu'ils ont une capacité et ils peuvent respecter ce que je fais? Voilà, c'est le choix du certificateur, c'est pas celui de l'organisme de formation, hein. Alors merci pour cette, réponse Christophe et ensuite alors nous avons eu une question de la part de Gladys, mais qui avait été posée il y a déjà 30 minutes, ce qui me semble étonnant puisqu'il me semble pas qu'on ait vu le sujet du cofinancement, mais Gladys demandait, plus d'informations sur ce sujet du cofinancement. Qu'est-ce que tu peux dire de plus, que ce qui a déjà été dit? C'est ce qu'on avait vu en ouverture avec les chiffres, du CPF, mais le cofinancement, il est soit de l'entreprise, soit de Pôle emploi, ou, ou des régions par rapport à des publics prioritaires, des thématiques, prioritaires. Et quand ce sont les entreprises qui font du cofinancement, l'entreprise négocie un accord, définit une thématique, négocie un accord avec les partenaires sociaux en interne, une thématique, une offre de formation et l'abonde sur cette offre de formation, en disant: «Bah, voilà, si vous faites la formation, telle formation, vous mobilisez du CPF et moi j'en finance X». Heu, c'est encore, on voit ça dans les grandes entreprises, là où il y a un dialogue social un peu développé et on n'est pas encore sur, sur une diffusion très large. Alors après, vous avoir indiqué comment accéder à la liste, des certificateurs en fonction de votre branche, vous avez aussi accès, à de la documentation complémentaire, notamment la base documentaire de, France compétences. Qu'est-ce qu'on peut, retrouver comme élément dans ce document? Vous avez toutes les notes de France compétences, qui vous permettent, de comprendre un peu ce qui est attendu, d'être accompagné. Donc les notices, les décisions d'enregistrement que vous pouvez suivre aussi parce que peut-être que des certificateurs, ont déposé des dossiers, sur la thématique, sur laquelle vous souhaitez, soit être habilité, soit déposer aussi un dossier, ce qui vous permet de suivre. Et puis, vous avez toutes les certifications, qui sont enregistrées. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est là que je vais aller chercher s'il existe une certification dans le domaine, que je veux, si je veux être habilité par un partenaire. C'est ma source, c'est la seule source. C'est France compétences qui habilite et qui gère les répertoires, donc, allez voir sur la base des répertoires. Alors, on est maintenant à la conclusion de ce webinaire, donc ce qui nous laissera le temps ensuite, d'aborder les questions puisqu'il y a encore un grand nombre qu'on n'a pas pu traiter, notamment sur des cas spécifiques. Alors l'essentiel en 3 points, c'est que, on a vu, au travers des sondages, vous êtes actuellement en majorité, des organismes ayant, la certification Qualiopi, donc vous êtes déjà engagé dans cette qui est la qualité, vous avez accès à, déjà la majorité des financements. Le deuxième point, c'est que cette certification vous permet, donc
de faciliter l'engagement sur l'accès au CPF, soit avec des actions déjà éligibles de droit ou alors avec, des démarches complémentaires qu'on a vues, donc notamment au travers de 2 stratégies. C'est le point 3. Donc 2 stratégies, soit être dispensateur ou soit devenir certificateur et donc là, vous avez eu, les informations pour, vous donner les clés pour aller plus loin, soit, en le faisant seul, notamment sur l'aspect habilitation, même s'il existe des, solutions d'accompagnement et l'accompagnement aussi pour le fait de devenir certificateur, c'est, la marche qui vous prendra, je pense le plus de temps et on a notamment des questions sur cet aspect, sur, l'accompagnement dans lesquelles on va pouvoir revenir dans quelques instants. Avant de passer, au traitement des questions, je vous, rappelle, les coordonnées de ICPF, notamment pour, engager vos projets de certification, donc notamment pour les organismes qui souhaitent réaliser, un changement de périmètre de certification au travers de la certification Qualiopi pour à terme avoir des actions éligibles de droit sur le CPF ou l'obtention, de la certification Qualiopi en initiale ou d'autres certifications. Donc, l'équipe est joignable dès maintenant au 01 82 83 56 40 et vous avez également un lien qui vous a été partagé pour prendre rendez-vous avec eux, en fonction de, leur disponibilité. Concernant, cette fin de webinaire, donc, quelques rappels aussi avant de passer aux questions. Vous allez recevoir un questionnaire à la fin de la présentation par email. Dans cet email, vous retrouverez à la fin, après avoir répondu à quelques questions, sur notamment la qualité de la présentation et du support, 2 liens. Donc le premier lien, c'est, l'accès au replay et le deuxième lien, c'est, l'accès au support de présentation. Vous pouvez retrouver, ces 2 éléments, pour, retrouver toutes les informations qu'on a pu aborder. Alors Christophe, as-tu vu, dans, la partie questions, des éléments que tu souhaites prioriser Je j'étais en ou train de tu es regarder, peut-être, mais perdu dans tout ce qui est arrivé? il y en a beaucoup, Moi, qu'est-ce j'en que ai j'ai vu vu? notamment sur, l'accompagnement, en termes de coûts moyens. Alors il y a des coûts moyens sur l'accompagnement. Est-ce que tu as une fourchette à donner? Comment est-ce que toi tu es même positionné? Comment ça marche? Comment ça marche? L'accompagnement, c'est 2 étapes. Une première étape d'un entretien qu'on fait, avec vous pour vérifier déjà la faisabilité, du dossier. C'est pas la peine de partir si, on sait que le dossier, ne sera pas éligible auprès de France Compétences, donc c'est déjà la faisabilité et puis ensuite, une étude un peu plus approfondie et un devis sur mesure parce que en fonction des projets, en fonction de l'état, de votre projet, de ce que vous avez déjà fait, le devis, il est toujours individualisé et puis si on est sur du renouvellement, sur, un premier dépôt, un deuxième dépôt, voire un troisième dépôt, parce que j'ai vu que certains d'entre vous a déjà déposé 2 fois le dossier. C'est, voilà, donc on est sur, un devis sur mesure, mais après étude du dossier, après étude de pièces. Ça demande un petit peu de temps, hem et puis surtout après l'étude préalable, de faisabilité et on vous propose un chiffrage, détaillé. Ouais, donc c'est un accompagnement qui est personnalisé puisque, chaque accompagnement va, nécessiter un temps de travail différent en fonction du projet qui y a derrière. Chaque dossier est différent, hein. On a accompagné un métier qui est, restaurateur, de métier d'art. Bon, ben, c'était spécifique. Ensuite, on a, une certification, sur, comment intégrer, l'IA, dans ma démarche commerciale, comment, une certification, sur la confection de pizza. Vous voyez que c'est le grand écart entre la confection de pizza et puis l'IA, mais néanmoins, à chaque fois, d'où part-on? Quel est le projet? Quels sont les documents? Quelle est la formation? Qu'est-ce que vous voulez en faire? Vous en êtes où? Vous avez déjà fait quoi? Et on fait un devis à chaque fois, de façon très spécifique. Alors des questions aussi sur la recherche d'accompagnateurs et les organismes que tu recommandes, Christophe?
pour être accompagné, pour être accompagné sur le RS, RNCP? bah, Peut-être je ne vais pas un vous donner la liste de mes concurrents non plus, mais vous trouvez sur internet, mmh. Voilà, des organismes Christophe en fait qui partie, mais en effet, voilà, c'est, ouais, des voilà, c'est recherches, je suis pas le seul et sur mmh. internet, vous pouvez trouver. Faites, demandez de les expériences, regardez le CV de la personne, qui vous fait ça, d'où vient-il? Et puis, contactez, au moins un certifié, pour avoir un feedback, c'est pas mal. Alors une question, qui concerne plutôt la certification Qualiopi. Pour être référencé par France Travail, la certification Qualiopi, seule est-elle suffisante et si oui, comment faire? Alors, pour se faire financer une formation par France Travail, la certification Qualiopi, est suffisante puisque vous êtes sur la liste officielle qui est transmise à tous les organismes et tous les financeurs publics. Mais après, France Travail favorise les formations qui vont être éligibles au CPF parce que, le demandeur d'emploi va pouvoir mobiliser son CPF en plus de l'allocation de formation, de France Travail. Donc aujourd'hui, les formations reconnues qui offrent une certification, et une compétence reconnue sont favorisées par France Travail. Après par rapport D'où, à l'accès au CPF, quoi. oui, après tout va dépendre aussi de, heu, la capacité de votre organisme et je sais qu'il publie aussi des appels d'offres, appels à projets donc via, la plateforme, France Marché. Donc vous pouvez notamment retrouver, ce genre d'offres. Là où je ne sais pas si, la dimension CPF rentre en compte, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, avec la certification Qualiopi, vous avez déjà les conditions suffisantes pour y prétendre et peut-être que, Mmh. en effet, Prétendre au en avoir financement. davantage peut appuyer ce votre, votre image, si je puis dire. Alors une question de Agathe: une association, heu, une association, pas organisme de formation, qui regroupe des formateurs indépendants. Entre parenthèses, les formateurs ont leur propre organisme de formation qui est Qualiopi. Peut-elle déposer une formation à France Compétences? L'association peut-elle être organisme certificateur, mais sans animer les formations? Oui, ouais, c'est possible. Elle deviendra le certificateur, elle va habiliter, les organismes de formation de son réseau. C'est une possibilité. Alors, question suivante. Alors ça devait être, je pense, la question que tu avais vue passer sur les refus de dossiers, Christophe. Donc Mmh. j'en suis à mon deuxième rejet de demande d'enregistrement, mon compte formation sur bilan de compétences et accompagnement VAE. Savez-vous si cela est courant? Y a-t-il un risque d'être finalement écarté pour un trop grand nombre de tentatives? Donc là, on est sur, et la plateforme EDOF, la plateforme de la Caisse des dépôts qui aujourd'hui, durcit ses enregistrements, et oui, on a des dossiers refusés. Alors c'est pas ma spécialité EDOF, c'est pas là que j'interviens le plus, mais effectivement, on entend plusieurs organismes, se plaindre de refus et de manque d'interlocuteurs. Donc il faut vraiment, refaire le dossier, le redéposer, pour essayer d'obtenir l'habilitation. Concernant l'accompagnement, j'ai vu une question s'y passer, je n'ai pas le prénom sous les yeux, d'une personne qui demandait si, il est possible d'avoir un financement sur une prestation d'accompagnement au dépôt d'une certification, RS ou RNC. Bah, le principe, en général, c'est quand même que cet, accompagnement, c'est un accompagnement de conseil et donc si c'est du conseil, il y a pas de financement. Après, je fais aussi quelques formations,
pour transmettre les compétences de l'ingénierie de certification et du cadre, réglementaire pour, gérer son dossier et devenir organisme certificateur. Donc on peut, voilà, ça peut être une possibilité, mais le principe d'un accompagnement individuel, c'est qu'il est individuel et que, c'est pas une action de formation, c'est une action de conseil. Alors, question suivante posée par Samira: «Peut-on utiliser Calliope dans les entreprises privées?» Oui, c'est possible, Ah oui, tout à fait. Pour vous donner d'ailleurs un exemple, et également à ICPF, on a, des formations qui sont, dispensées et donc quand l'organisme vient dispenser une formation à des salariés, on fait appel à notre OPCO et l'OPCO, prend en charge, tout ou partie de la formation. Donc c'est un modèle qui est très utilisé aujourd'hui, dans le secteur. C'est l'un des intérêts de la certification. oui, c'est une reconnaissance, enfin, pour les entreprises de moins de 250 qui ont des financements OPCO, bah, ça permet de bénéficier de ces financements OPCO et pour les autres, c'est la norme. C'est-à-dire qu'un organisme qui n'est pas Qualiopi pour les grands groupes, souvent on a une, un refus de travailler avec les organismes qui ne sont pas Qualiopi parce qu'eux sont certifiés, qualité, en fonction de leur activité. Ils ont plusieurs certifs qualité et souvent, bah, ils exigent que le prestataire soit certifié Qualiopi. Alors j'ai une question de Thierry, mais que je ne comprends pas. Je vous invite à la reformuler si Christophe, toi non plus, tu ne la comprends pas. Alors Thierry indique: Je ne la vois pas. Je forme des professionnels indépendants qui sont des entrepreneurs, suis-je donc Calliope?» Alors je forme des professionnels indépendants. Les professionnels indépendants ont accès à Qualiopi, au CPF, hein, puisque un TNS, génère, des droits au CPF comme les autres. Donc après, si vous les formez sur des formations non certifiantes, ils peuvent avoir vous pouvez, vous devez être Qualiopi s'ils veulent bénéficier de financement, de la part de leur organisme, financeur, le FIFPL, ou d'autres. Hem, donc en fait, s'ils veulent, eux, si vos clients veulent bénéficier, d'une prise en charge, partielle de votre formation, si elle n'est pas certifiante, vous devez être Qualiopi et si vous avez des formations, certifiantes, bah, il faut absolument être Qualiopi aussi. J'avais compris la question autrement, mais c'est peut-être, qu'il manquait un mot dans la question. Mais en tout cas, de ma compréhension, le fait de dispenser des formations ne fait pas de vous un organisme certifié Qualiopi puisque, tout le enfin, ce n'est pas tout le monde Ah, qui peut faire de la formation, mais, il y a déjà le fait de faire de la formation et ensuite, obtenir Qualiopi, c'est une démarche complémentaire. Il y a un référentiel, sur lequel il faut, apporter des preuves pour, être au niveau des 32 indicateurs du référentiel. Heu, mais donc c'est une démarche en plus. oui, oui, la première étape, c'est le numéro de déclaration d'activité, hein. Alors, question suivante, je vous invite à apporter des votes, aux questions pour, que je puisse les prioriser. Je vais voir, dans l'ordre s'il y en a qui n'ont pas eu de réponse. Alors la démarche, présentée, Christophe, concerne-t-elle uniquement l'accès, aux RS et RNCP? Oui, 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 la construction du dossier et l'accompagnement, c'est RS-RNCP. Alors je suis en train de regarder les questions. Alors je vois Lisa qui nous dit: «Nos formations concernent plusieurs métiers dans le domaine de l'édition. A-t-on besoin de plusieurs certifications dans ce cas?» Bah, tout dépend sur quelles compétences, quel référentiel de compétences vous allez, vous les formez sur quoi? C'est professionnel. On peut avoir plusieurs types de professionnels si on leur transmet, un référentiel de compétences, homogène et que ça ait du sens. C'est-à-dire, si je suis, éditeur, si je suis responsable marketing, en quoi les compétences que vous allez m'apporter, qui sont complémentaires à ma formation initiale,
vont renforcer mon employabilité, répondre à un besoin du marché. Encore une fois, il y a toujours une étude de marché à faire et une cohérence à apporter dans le dossier que vous alimentez. C'est l'objet même de l'identification en amont de la faisabilité et puis après de l'accompagnement. Alors une question, que nous n'avons pas souvent, je trouve pertinente, même si toutes les autres l'ont été et là, elle a mérite d'être, plus rare, que de Souhail. Quid si on vise un titre détenu par le ministère du Travail? Eh ben, le ministère du Travail habilite les organismes, de formation à utiliser sa certification, et il a, renforcé sa modalité, d'habilitation. Ce sont les DREET, donc les directions régionales, qui sont chargées des habilitations et il y a un dossier à constituer, on trouve, l'accès est public, le coût est nul, c'est-à-dire que quand c'est l'État, il ne fait pas payer, la certification. Mais par contre, aujourd'hui, l'accès à ces certifications est un peu plus difficile, un peu plus exigeant et le montage du dossier est plus complexe, ce qui est un petit peu logique en même temps, parce qu'on a accès à des financements publics. Mais oui, oui, les certifications, ministère du Travail ou autres ministères, elles sont accessibles, heu, sur, sur dossier d'habilitation et elles ont l'avantage d'être gratuites. Question suivante de Abdelila. En bilan de compétences, faut-il justifier d'une expérience dans l'enseignement pour bénéficier du CPF, via EDOF? En bilan de compétences, il faut avoir une offre, de bilan de compétences qui est sur la plateforme et qui respecte, toutes les exigences, des textes de loi sur le bilan de compétences et puis il faut être, Qualiopi, activité bilan de compétences et après, son offre, elle va être sur la plateforme. Alors on change de sujet, hein, tout va dépendre de la stratégie de chacun. On en a 3 principales, là plutôt sur, celle de l'habilitation. Question de Philippe: avez-vous une fourchette de prix appliquée par les organismes certificateurs sur le droit d'entrée et sur le coût par formation? Difficile, c'est difficile de vous donner un tarif parce qu'ils ne sont pas forcément toujours publics d'ailleurs. Mais, le billet d'entrée, on va dire entre 1 000 et 5 000 et les tarifs entre, 200 et 500, la certification. Fourchette large. Mais vraiment, l'idée, c'est de contacter les certificateurs, le ou les certificateurs qui vous intéressent pour identifier, leurs critères, leurs modalités et le coût. Et c'est en fonction de ça que vous allez vous dire: «OK, ça correspond à ce que je fais, c'est loin de ce que je fais, il va falloir que je modifie beaucoup mon référentiel de formation. Est-ce que je veux le faire ou pas? Hem et quel est le coût?» Et toujours, tu souhaitais ajouter quelque chose peut-être? Ouais, simplement une petite parenthèse, c'est si je suis habilité, souvent, ça va impacter une modification de mon référentiel de formation. Donc je vais devoir modifier ma formation pour caler au référentiel de compétences du certificateur et à son référentiel de formation. Alors toujours sur le la stratégie d'habilitation, une question de Grégoire. Je suis, responsable d'un organisme de formation et je ne trouve pas de certification relative à notre sujet. Dans le RNCP, quelles options s'offrent à nous? Dans le RNCP, donc c'est pour un métier. Alors 2 pistes dans le RNCP, ce dont je n'ai pas parlé, c'est qu'on a, les métiers émergents qui ont une procédure, d'habilitation, simplifiée, mais il faut qu'ils soient sur la liste des métiers émergents. Donc la première chose, c'est, quand France Compétences lancera, l'appel à propositions pour, recenser les métiers émergents, vous signaler à ce moment-là
et puis derrière, la possibilité de déposer une certification, sur ces métiers-là, à condition que ce soit des métiers émergents et si c'est un métier de niche, ben, la possibilité pour accéder, pour le faire reconnaître et accéder au CPF, c'est de déposer un dossier RNCP. Alors, question de Patricia, la démarche est-elle plus rapide dans le cadre du bilan de compétences? À quoi peut-on s'attendre en termes de délai? Je comprends pas la question parce que pour le bilan de compétences, il est éligible de droit, donc c'est l'enregistrement sur la plateforme, EDOF et la plateforme EDOF, ça va plus vite qu'un RNCP, et après, ben, vous déposez votre offre, vous êtes certifié qualifié